nous allons enchaîner, comme je disais, donc nous avons avec nous Monsieur Youssef Zidi, qui est directeur de l'environnement industriel, qui remplace officiellement, qui représente officiellement Monsieur Habib Abid, ministre de l'Environnement, qui devait présider bien évidemment cette séance. Donc du coup, vous en êtes le président, Monsieur Youssef Zidi, et je vais peut-être attaquer avec vous très rapidement pour essayer de rattraper. C'est une course contre la montre. Je vois déjà le modérateur le suivant, donc le panel suivant qui me demande peut-être d'essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc c'est pour ça que j'attaque de suite ce panel sur la transition écologique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, bien évidemment, de questions politiques dans quelques instants, donc notamment des politiques régionales de transition énergétique et de décarbonation. Peut-être une brève introduction. On essaie de faire en 3-4 minutes, si vous permettez, Monsieur Youssef Zidi, par rapport à la politique aujourd'hui du gouvernement, donc la politique en matière de décarbonation. Voilà. شكرا سي وسيم، شكرا للجميع، مرحبا بكم الكل، وشكرا للمؤسسة التي قامت بتنظيم هذا الاجتماع الهام. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا موضوع مهم برشا، هو الانتقال الإيكولوجي والحياد الكربوني. كما تعرفوا وزارة البيئة بتونس قامت بإعداد استراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي، اعتمدت على 5 محاور أساسية اللي هي التأقلم مع المناخ ومقاومة تأثيراته على كل الاقتصاديات، ومن أهمها السياحة والفلاحة والغابات. وأيضا العنصر الثاني هو الحد من أو التخفيض من الكربون إلى أقصى حد ممكن في مختلف القطاعات، ثم الولوج العادل والمستدام للمنافع الطبيعة، والتصرف المستدام في مختلف عناصر الحياة كالهواء والماء والتربة. ثم العنصر الخامس وهو الأخير هو وضع حوكمة مؤسساتية للتصرف في التنمية المستدامة. كما تعرفوا الحياد الكربوني كان عنصر أساسي ومركزي في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، وتم إعطائه الأهمية القصوى. والاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي شملت تقريبا، وكانت هي تشرف على أو تضم مختلف الاستراتيجيات الوطنية الأخرى كالاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والاستراتيجية الوطنية للتصرف النفايات. كما نعرفوا الاستراتيجية هذه ترتكز أساسا على الحد أو الاستعمال الرشيد للطاقات، ثم الاستعمال إلى أقصى حد للطاقات المتجددة، وبالطبيعة دونك الانتقال الإيكولوجي بالطبيعة يهم الصناعيين بالأساس، ليس فقط لمنافع ربما اقتصادية، وإنما منافع إيكولوجية، وتصبح لهم قدرة للتسويق ولإنتاج مواد أكثر صداقة للبيئة وأكثر احترام للالتزامات ولا الشروط البيئية. الانتقال الإيكولوجي هو مناسبة وليست عقاب كما نقولوا للصناعيين، بالعكس هي إمكانية لاستعمال أكثر تكنولوجيات تقدم وأكثر صداقة للبيئة، وتدفع المؤسسة لاستعمال ما صدر من تكنولوجيات، ونعتبرها هي موتور دو كومبيتيتيفيتي بالنسبة للصناعيين، تمكنهم من التسويق بصفة سهلة وتكون عندهم سمعة على المستوى الدولي. وفي اعتقادي أن الجملاج بين الاستراتيجيات هذه الكلها
ما تنجم إلا أنها توفق وتدفع وتساهم في المساهمة كل في مجاله أو كل في قطاع من أجل النهوض بالوقاية والحد من الانبعاثات بكل أشكالها بما فيها انبعاثات الغازات الدفيئة وبلوغ الحياد الكربوني اللي إن شاء الله نبلغوه في 2050 طبقا للاستراتيجية الوطنية اللي تم إحداثها. وشكرا. شكرا لكم السيد يوسف زيدي. نذكر vous êtes, je rappelle, donc vous êtes le directeur de l'environnement industriel. Alors ce panel sera principalement conduit en langue française et je vais passer à mon premier tour de panel. Nous allons essayer d'avoir 2 tours de panel rapidement à chaque fois de 3 minutes par intervenant. Ensuite nous allons donner la parole à la salle donc pour à peu près 10 minutes, y compris l'échange et l'interaction du panel. Nous reviendrons pour un dernier tour de panel. Ça, c'était pour planter un petit peu le décor. Merci de l'avoir fait, Monsieur Youssef Zidi. Je vais me tourner maintenant peut-être vers Monsieur Fathi Hanchi sur la politique climatique en Tunisie. Qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur Fathi? Merci beaucoup, Sir Wassim. Donc, comme vous le savez, comme il a été mentionné par Sir Youssef, notre politique climatique, elle est fondée pratiquement sur d'autres politiques, notamment la politique de transition énergétique qui constitue 72% du potentiel de réduction des émissions en Tunisie. C'est pour cela c'est très important aujourd'hui de faire toutes les réflexions autour de ce thème-là, ou de ce secteur-là, la transition énergétique. En plus, aujourd'hui, en plus des engagements des gouvernements dans le monde, c'est les engagements des entreprises qui commencent à apparaître. On regarde ensemble l'initiative Race to Zero qui a démarré en 2020. Aujourd'hui, ils sont à presque 14 000 entreprises et grandes entreprises engagées dans la neutralité carbone, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour ne pas prendre beaucoup de temps dans ce panel-là et contribuer à la réduction du temps alloué à ce panel, je crois qu'aujourd'hui, le seul souci, c'est comment traduire ou décliner ces stratégies, ces politiques publiques au niveau des entreprises. C'est le plus important. Aujourd'hui, c'est une question d'existence pour les entreprises, pas seulement responsabilité environnementale ou sociétale, c'est une question d'existence. Si on n'agit pas à temps, il y a un grand risque de disparaître, de perdre des marchés, bien sûr, à la fin de disparaître. Donc aujourd'hui, je crois, comment accompagner ces entreprises à mieux intégrer ou à mieux appréhender la question liée à la décarbonation à travers la transition énergétique et transformer les pressions de la décarbonation à des vraies opportunités de développement de l'entreprise. Et je crois aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit à travers les organismes qui financent ou à travers les acteurs climatiques dans le monde, notamment dans le secteur financier. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. C'est pour cela on doit focaliser toutes nos réflexions sur cet aspect-là, comment décliner la politique publique en politique de l'entreprise et aider cette entreprise-là à bien profiter des opportunités existantes, que ce soit sur le marché national ou international. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants. Alors, je vais passer maintenant du côté de Madame Roberta Bognotti. I'll try to ask the question in English. Je rappelle qu'elle est secrétaire générale de Medener, elle nous vient d'Italie bien évidemment, sur le rôle des organismes régionaux dans la transition énergétique et des initiatives en Méditerranée. So how do you find today the role that could play regional organizations and in the energy transition and the initiatives, all kinds of initiatives around energy transition in the Mediterranean region?
Thank you very much. First of all, good morning, everybody. I'm honored to be here at the panel of this first Decarbomed forum. This is an initiative initiated by our partner ANME. I represent, in fact, the Medener Association. That's the association of the energy agencies in the Mediterranean area. We are 13 partners, and we strongly believe in the cooperation, in the multilateral approach to tackle the problems of climate change and energy transition. So we work together. We've been working for the energy transition in the project together, MITMED, Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean region. We know very well that the Mediterranean is really warming faster, 20% faster than any other region in the world. So we need to cooperate, to work together, to have capacity building actions together. We need to step up the climate mitigation and adaptation efforts in the energy sector, because 75% of the greenhouse gas emissions come from the energy sector. So we strongly work for the decarbonization, and in particular for the energy efficiency actions at national level, because we are governmental agencies, and we support our governments from the one side at the national level, supporting for the NEAPs and REAPs of the region. And at the same time, we are going to support more and more local authorities, cities, because in the Mediterranean region, 60% of the population live in the cities, in big cities, and sustainable cities are the challenge of the future. So we are the link between the national governments and institutions and our cities, our local authorities. So we strongly believe that this approach of multi-level governance and of multilateralism between, for exchanges between our countries is very relevant and is one of the key of the success to fight the climate change. Thank you, Mrs. Roberta Boniotti. Régie, s'il vous plaît, je demande si on a Monsieur Jawad El-Kharaz avec nous en direct, donc qui est le directeur exécutif de RECRE, Égypte. Mr. Kharaz, can you hear me? I can see you. Can you hear us? Excellence, Monsieur Habib Abid, ministre de l'Environnement, Monsieur Fathi El-Hanchi, directeur général de l'ANME, Madame Roberta Boniotti, secrétaire générale de Medener, Madame Houda Allal, directrice générale de l'Organisation méditerranéenne de l'énergie et du climat, Madame Cécile Copry, directrice régionale de l'Afrique du Nord de l'AFD, et Monsieur Philippe Massé, directeur Europe et international de l'ADEME. Mesdames et Messieurs, honorables invités, bonjour. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence à cause d'un empêchement de dernière minute. Je profite de l'occasion pour vous adresser nos sincères remerciements, notamment pour la Tunisie, l'ANME, son directeur général, M. Fathi El-Hanchi, de nous avoir invités à cette première édition de Decarbomed. Je voudrais aussi vous exprimer toute la reconnaissance de RECRE, le Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, pour le soutien de la Tunisie à travers le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que l'ANME, de nos activités depuis la création de notre centre. La transition énergétique au niveau régional présente plusieurs défis, notamment le coût des investissements dans les technologies renouvelables, les infrastructures, la modernisation des réseaux, la mise en place des politiques de soutien aux énergies renouvelables, comme les subventions, les incitations fiscales, peut être coûteuses pour les gouvernements. Nous parlons de plus en plus d'une transition énergétique juste et équitable. Cela veut dire que la transition énergétique peut exacerber les inégalités si les avantages ne sont pas répartis équitablement entre les communautés. Nous savons aussi le caractère intermittent des énergies renouvelables, ce qui peut condamner la stabilité des réseaux électriques, dont on doit s'assurer que les réseaux énergétiques peuvent gérer les pics de demande d'énergie, notamment pendant les périodes de forte demande. Notre région a besoin aussi de la main-d'œuvre qualifiée, nécessaire pour mettre en œuvre les projets de transition énergétique. Les infrastructures existantes et nouvelles seront nécessaires pour assurer la transition vers un système énergétique durable de manière rentable, comme pour le développement, l'intégration et le transport de l'électricité renouvelable que pour l'importation et le transport
de l'hydrogène renouvelable. Il y a 2 semaines, nous étions à Thessalonique, au dialogue MENA-Union européenne sur l'avenir de l'énergie, et les sujets les plus importants qui ont été discutés étaient l'importance de l'interconnexion et de la coopération régionale, ainsi que les corridors d'hydrogène vert. Cela montre que la transition énergétique nécessite une coopération transfrontalière, notamment pour le partage des ressources énergétiques et la gestion des réseaux électriques. La région MENA est la moins intégrée du monde. Elle est diversifiée sur le plan économique et politique, où cohabitent des réalités stables et en croissance rapide et des États fragiles. Malgré des liens commerciaux mondiaux forts, principalement stimulés par les exportations de pétrole et de gaz, la connectivité physique au sein des pays du sud de la Méditerranée reste sous-développée. La coopération en matière d'infrastructures dans la région MENA est considérablement compromise par les disparités des normes nationales qui conduisent souvent à des approches cloisonnées en matière de politique de planification et de priorisation des infrastructures. D'autre part, la stratégie de passerelle mondiale de l'Union européenne dépendra en fin de compte de sa capacité à développer des partenariats durables à long terme avec les pays du voisinage du Sud. En outre, la connexion entre l'Europe avide d'hydrogène et la région MENA, potentiellement une puissance verte en matière d'hydrogène, est un élément essentiel dans l'objectif international de décarbonation auquel l'Union européenne et la région MENA se sont engagées. On ne saurait trop insister sur le rôle central des investissements en infrastructures dans la transformation économique plus large de la région MENA-Union européenne. Au-delà des avantages immédiats liés à l'amélioration de la connectivité et de la fourniture des services publics, le développement des infrastructures est un catalyseur de l'industrialisation qui renforce la participation de la région aux chaînes de valeur mondiales et favorise l'intégration économique régionale. Les infrastructures qui englobent tout, des transports et de l'énergie, à l'eau et aux services numériques, sont essentiellement pour développer des échanges commerciaux, stimuler la productivité globale des entreprises et accroître les investissements privés. Dans un système énergétique intégré, la planification et l'exploitation de réseaux sont réalisées via une approche holistique pour les infrastructures à grande échelle et locale. Cela inclut tous les vecteurs énergétiques, que ce soit électricité, gaz, mélange, hydrogène, CO2, chauffage, combustible liquide, etc., et couvrirait une période plus longue que les 10 ans requis par la planification actuelle de réseau. Une telle approche intégrée fait généralement défaut dans la conception actuelle du marché de l'énergie et dans le cadre réglementaire à quelques exceptions près. Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 et accélérer la transition énergétique dans la région méditerranéenne, nous devons améliorer son efficacité énergétique et réduire plus rapidement sa consommation d'énergie. L'accent mis sur le bâtiment et les appareils électroménagers fait partie de l'effort à accomplir. Et il est essentiel de renforcer les mécanismes de financement dans ce secteur. Dans ce contexte, le projet Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean Region, MITMED2, est un exemple de projet visant à contribuer à la transition énergétique de la région méditerranéenne. Et ce projet d'ailleurs est financé par l'Union européenne, développé par nous, par le RECRE et l'Association méditerranéenne des agences nationales pour la maîtrise de l'énergie, MEDENER, avec le partenariat et l'implication de plusieurs agences nationales autour de la Méditerranée, dont l'ANME est un partenaire clé. Mesdames et messieurs, honorables invités, le RECRE dirige l'adoption de pratiques d'efficacité énergétique dans les pays panarabes et coopère avec les parties prenantes nationales, les organisations internationales, les institutions financières internationales et les secteurs privés pour initier et diriger les dialogues et les stratégies sur les politiques d'énergie propre. La transition énergétique est un élément crucial de la décarbonation. En effet, la transition vers des ressources d'énergie ou vers des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, géothermique, permet de réduire considérablement les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. La décarbonation est donc un objectif majeur de la transition énergétique et cette dernière est un moyen important d'y parvenir. En bref, la transition énergétique vise à remplacer les énergies fossiles par des sources d'énergie renouvelables les plus propres, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de décarbonation et atténuer les effets de changement climatique. Dans ce cadre, le RECRE est engagé pour l'initiative TerraMed. TerraMed vise à atteindre 1 TW d'énergie renouvelable d'ici 2030 en Méditerranée. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la COP28 de tripler les capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030, ainsi que le but de net zéro en 2050. Et notre chère Méditerranée mérite un objectif approprié pour lequel
nous pouvons travailler tous ensemble et cela ne peut être atteint sans la coopération de tout le monde. Gouvernement, institutions financières internationales, secteur privé, les think tanks, les ONG, les organisations internationales, les universités, etc. La mise en œuvre donc des politiques de transition énergétique au niveau de notre région méditerranéenne est une tâche complexe qui présente de nombreux défis. Cependant, la réussite de cette transition est essentielle pour atteindre les objectifs de décarbonation et construire un avenir plus durable. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, merci Monsieur Jawad. On vous retrouve. Là, je pense, vous avez pris 4-5 minutes, donc un petit peu le temps qui vous était alloué sur les détours de panel, mais de toute manière, vous êtes allé sur votre deuxième question, donc il est allé jusqu'au bout, donc non seulement il nous a parlé des défis, mais de certaines initiatives régionales, une question que je comptais poser tout à l'heure, donc on va vous retrouver éventuellement pour le dernier tour tout à l'heure, pour la clôture. Alors, je me tourne maintenant vers Dr Ouda Benjanet Allal, qui est directrice générale de l'Organisation méditerranéenne de l'énergie et du climat, l'OMEC, par rapport justement à la question des défis de la décarbonation aujourd'hui pour la Méditerranée. C'est Dada, vous travaillez énormément sur ça, et Mabrouk le sait, le climat. Merci beaucoup à Aslema, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse. Merci aux organisateurs de nous avoir invités. Je vais être rapide, mais permettez-moi quand même de féliciter la NME, l'UTICA pour cette initiative, pour l'organisation de ce premier forum pour la décarbonation de la Méditerranée dont on a besoin et pour lequel l'OMEC adhère avec satisfaction et avec grande conviction. Et merci à Sihachi d'avoir compensé mon voyage. Et donc, je me sens même un peu plus rassurée ici d'avoir qui est compensé et donc pas d'émissions liées à mon voyage. Alors, sur les défis au niveau régional, beaucoup a été dit sur les défis qui peuvent être tournés vers des opportunités, mais je vais essayer assez rapidement de résumer quelques points qui sont spécifiques à notre Méditerranée, avec une sorte de reality check. Alors, premièrement, on est tous d'accord, là il n'y a plus de sujet, on est tous en train de dire qu'il faut décarboner, qu'il faut accélérer, qu'il faut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, et ça c'est un objectif pour tout le monde, pour la région. Maintenant, si on regarde d'un peu plus, et cette décarbonation ne peut se faire quand même qu'en adressant certaines spécificités. Si on zoome un peu plus, on voit qu'il y a deux régions complètement différentes sur un certain nombre de questions fondamentales pour la transition énergétique, c'est le nord de la Méditerranée, le sud de l'Europe, et le sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, le nord de la Méditerranée est en train de décarboner son système avec un mix énergétique qui est déjà pas mal décarboné, puisqu'on est autour de 60% d'énergie fossile dans leur mix énergétique. Donc ça, un premier point, des technologies qui existent, un accès au financement qui est relativement confortable. Et en plus, quand on regarde l'avenir, on nous dit que d'ici 2050, cette population va décroître de 13 millions. Voilà, donc point de départ. Si je regarde ce qui se passe dans les pays du sud de la Méditerranée, on a un mix énergétique qui est à 90% basé sur les énergies fossiles, avec des pays producteurs, des pays importateurs, et pour les pays producteurs, l'énergie fossile est très importante. Deuxièmement, si je regarde l'avenir, on nous dit que nous allons avoir 123 millions de personnes de plus d'ici à 2050. Et aujourd'hui, en plus avec les bouleversements qui sont des opportunités aussi dans notre région, les populations attendent beaucoup de l'amélioration du niveau de vie. Donc les gouvernements sont en train de faire cette transition énergétique tout en ayant le problème de développement économique et les attentes des populations. Donc deux histoires différentes, ça veut dire qu'on va avoir aussi des réponses qui doivent être différenciées. On attaque la même chose, mais les réponses vont être différenciées. Ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il a. Alors, deuxième point, donc les énergies fossiles qui sont importantes. Troisième point, un potentiel d'énergie renouvelable exceptionnel qui fait que ce qui est facile à décarboner, c'est le secteur électrique. Vous l'avez tous dit, l'énergie renouvelable, pas chère, etc. Oui, d'accord, mais il faut quand même, on estime qu'il faut un potentiel, le stockage. Donc, il faut investir massivement dans le stockage si on veut assurer la sécurité. Ensuite, il y a des secteurs qui sont plus difficiles à décarboner et qui sont la spécificité de la Méditerranée. Le secteur du tourisme, avec ses implications. L'industrie qui donc demande d'autres technologies
innovantes qui sont aujourd'hui, l'hydrogène vert, etc. Oui, c'est des solutions, mais ce n'est pas des solutions d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y travailler, on a des projets et des programmes ambitieux, mais il faut aussi qu'on soit réaliste, que ce n'est pas aujourd'hui ou demain que c'est la solution. Donc c'est une vision de long terme. Le secteur de l'industrie, le secteur du tourisme, il y a l'écosystème de la Méditerranée aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que nous avons un écosystème qui est très fragile et il ne faut pas résoudre le problème en créant d'autres, aussi bien terrestres qu'au niveau de la mer Méditerranée, avec les infrastructures immenses qui doivent être faites. Avant-dernier point, les financements. Donc ça nécessite des financements extraordinaires. Il va être, donc, il y aura pas mal de panels de main-d'œuvre consacrés à cette Dernier point, thématique. la coopération, mais ça, on pourrait effectivement revenir tout seul, parce que même si je dis qu'on est différencié, je dis aussi que personne ne peut résoudre le problème tout seul, et on a intérêt à mettre la main dans la main ensemble, parce qu'ensemble, ça sera encore plus efficace. Et Merci. c'est un rôle que peut jouer l'OMEC, justement, c'est un petit peu votre rôle. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci, Dr Houda Benjanet Allal. Alors, je passe à vous, Madame Cécile Coupry. Vous êtes la directrice régionale Afrique du Nord pour l'Agence française de développement. Alors, le rôle du secteur public, mais également du secteur privé, et le rôle des PPP dans la décarbonation. Et là, je commence à anticiper sur le tour suivant. Donc, merci beaucoup. Alors, chacun de nous a un temps très court. Je remercie les organisateurs et tous les participants. Et comme vous avez très bien organisé le tour de table, Madame Houda, vous avez dit l'essentiel de ce que je voulais dire dans ma première partie. Donc, je vais juste redire, donc vous avez parlé de l'augmentation des températures qui est particulièrement forte dans la Méditerranée. Et vous avez parlé de ce mix de production énergétique, enfin, de l'enjeu de l'énergie et du fait que le mix énergétique en Afrique du Nord est aujourd'hui essentiellement carboné à 90%. Et d'après les chiffres que j'ai, il y a une volonté de décarboner très forte dans les pays pour passer à du décarboné de 35% en Tunisie à 50% au Maroc. Alors comment on fait ? Et donc, les bailleurs de fonds, les financeurs du développement, comme l'Agence française de développement, dont je suis la directrice Afrique du Nord, nous sommes là pour être aux côtés des pays et avec nos moyens financiers, d'assistance technique, nous souhaitons favoriser cette décarbonation. Et un des enjeux, c'est la bonne articulation entre le public et le privé. Donc, je vais être très rapide, mais pour vous dire que d'abord, on travaille aux côtés des États, puisqu'on sait que pour ce processus se mettre en place, il faut que l'État prenne les différentes lois et organise la participation du secteur privé. Donc, on finance ce qu'on appelle ce contexte organisationnel. On l'a fait beaucoup au Maroc, en Égypte. Après, on apporte des moyens financiers aussi aux institutions publiques qui interviennent dans le domaine de l'énergie, comme en Tunisie, la STEG. Donc, nous participons au financement soit de la transmission. Un interlocuteur a expliqué que, je crois, il faut pouvoir absorber la quantité d'énergie renouvelable intermittente. En Égypte, l'AFD finance le dispatch. Nous finançons aussi la distribution. La STEG met en place des systèmes de smart grid, smart meters, et nous contribuons à ce financement. Et enfin, il y a aussi toute l'expertise technique qu'on peut apporter. Donc ça, c'est la partie publique. On sait que l'enjeu dans le secteur privé, pour le secteur privé, c'est la production d'énergie renouvelable. Donc dans tous les pays de la région se mettent en place des productions d'énergie éolienne ou solaire. Et par exemple, en Tunisie, le Proparco, qui est la filiale secteur privé du groupe AFD, participe au financement de la production de renouvelables à Sidi Bouzid et Tozeur, aux côtés de la Banque européenne et d'autres institutions. Donc, le privé est principalement dans le renouvelable et ça peut être financé soit par différents interlocuteurs. S'il me reste 2 minutes,
je voudrais dire... Vous en aviez 2, donc il ne peut pas vous rester 2. Non, alors il reste tout, c'est fini. Mais prenez votre temps. Alors, Allez-y. De juste toute façon, je pense au-delà qu'on va de changer de l'énergie- format. On est en train d'aller sur le deuxième tour, donc c'est pas grave. Au-delà de l'énergie, dont on a beaucoup parlé, moi je voudrais aussi parler du secteur des transports, qui est très émetteur, et on peut faire beaucoup de choses. Donc nous, le groupe AFD, on finance les transports publics, que ce soit le métro au Caire, le tramway à Rabat, les bus électriques. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des transports. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc on a un mécanisme qui s'appelle PIB MED, financé par l'Union européenne. Et vous parliez du tourisme. Le tourisme, c'est du transport et de l'hôtellerie. Et on peut faire des choses aussi dans ces domaines-là. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est parfait. Alors, je me tourne vers, de l'autre côté du panel, vers vous, Monsieur Massé, donc, pour une dernière question, avant d'enchaîner avec notre peut-être je vais aller vers la salle un peu plus tôt que prévu. Alors, Monsieur Massé, donc, par rapport à la question, donc, nous allons évoquer, peut-être je vais faire un 2 en 1 de vos questions, s'il y a des initiatives que vous pouvez partager avec nous, puisque tout le monde est un peu en train d'aller sur ces idées-là, peut-être aussi, et puis s'il y a des best practices ou des success stories, des histoires de succès qu'on a un petit peu vues dans la région. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Philippe Massé, je représente l'Agence française de transition écologique, l'ADEME. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit auparavant. Bien entendu, j'adhère à tout ce qui a été dit, la coopération, les échanges, etc. Nous sommes membres de MEDENER au niveau des agences du pourtour méditerranéen. Et effectivement, tout ça est extrêmement important pour atteindre ces objectifs de décarbonation de la zone méditerranéenne. Je voudrais juste insister sur 2 défis qui touchent sur la décarbonation. C'est le défi du temps. Il faut accélérer parce qu'on est loin du but. Si je prends l'exemple européen et français, on doit atteindre 55% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030. Ça veut dire que dans les 7 ans qui nous séparent, ou 6 ans qui nous séparent de 2030, on doit à peu près réduire de 4-5% par an. Ça veut dire que dans ces 6 ans-là, on doit faire ce que l'on n'a pas réussi à faire dans les 33 ans qui ont précédé. Donc voilà un peu le défi qui nous attend en termes de mise en œuvre de solutions, mise en œuvre de technologies, mise en œuvre d'innovation, mise en œuvre également de mécanismes de financement pour accompagner tout cela. Puis le deuxième grand défi sur lequel je voudrais insister, c'est le défi d'embarquer l'ensemble des acteurs. Il ne s'agit pas de focaliser ou de stigmatiser certains acteurs et tout en oubliant les autres. On parle souvent au niveau européen de transition juste. Ça veut dire effectivement embarquer l'ensemble des acteurs qui, peu ou prou, contribuent justement à ces gaz à effet de serre, à ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, bien entendu, il faut s'intéresser aux énergies fossiles, il faut s'intéresser aux secteurs industriels les plus énergivores. C'est ce que l'on fait notamment en France. Je pourrais y revenir si la question se fait jour. Avec des plans de transition sectorielle sur les 9 secteurs les plus énergivores industriels. Mais il y a également tout l'ensemble des territoires, l'ensemble des acteurs diffus, les PME, PMI, qu'il faut accompagner dans leur acte de transition énergétique et de décarbonation de leur process de fabrication et de production. Et tout cela ne peut se faire qu'en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Et bien entendu, lorsqu'on parle du bassin méditerranéen, ça a été dit auparavant, mais j'insiste aussi, ça ne peut se faire qu'en partenariat entre la rive nord et la rive sud, parce qu'on est embarqué dans le même bateau. Si la décarbonation se fait au niveau nord et ne se fait pas au niveau sud, on est dans la difficulté, pour ne pas dire un autre mot. Et l'inverse de la même manière.
Donc, je crois qu'on a tous le même objectif et je veux saluer, en terminant sur ces propos, je veux saluer cette initiative de Décarbomed parce que ça permet de mettre ensemble l'ensemble de ces acteurs, de partager des expériences, de partager des solutions, d'essayer de les amplifier et puis ensuite de trouver les bons mécanismes pour diffuser ça au sein de l'ensemble de la région méditerranéenne. Et dernière chose que je voudrais mettre en avant, c'est que la région méditerranéenne a des atouts énormes. Elle peut avoir une lisibilité internationale extrêmement importante sur cette notion de décarbonation. C'est à nous de prendre le défi en main, nous, tous en commun, pour réussir ce grand défi. Merci, Monsieur Massé. Je rappelle que vous êtes directeur Europe et international de l'ADEME. Alors, comme je disais, donc je vais essayer de faire un petit tour rapide pour ceux qui auraient justement, en fonction de ce qui a été dit, des choses à ajouter. Mais juste, je préviens l'équipe d'organisation que dans 2-3 minutes, on va prendre des questions de la salle. Donc, juste avoir les personnes avec les micros pour ne pas perdre de temps dans la logistique. Voilà. Alors, je reviens vers vous, Madame Roberta Boniotti. If you have anything to add about some initiatives or success stories that you can share with us about energy transition in the region. Yeah, we have heard a lot of examples also from our partners because we work, of course, with ANME, one of the most important partners in our network, but with ADEME, with other partners that are here, APRU, IDAE, so all the countries from the northern and southern shore. And we work, of course, on the energy efficiency. We've heard several times that the impact of industry, of buildings, of transportation, and especially at cities level will be tackled further in the future from our network. And so we are involved in all of these actions, and for us it's important to collaborate, to have training, capacity building together. Finally, something about the financial part. Our project MeetMed is collaborating with the PIBMed that was mentioned by the AFT. Of course, we are the enabling partner. That's our role, to have regional collaboration, but also to work at the national level directly. So these are our, let's say, added value as a network. We will be continuing our actions that are supported by the European Commission. And our first and second projects, the MeetMed, also mentioned by Recre, because we are collaborating with the regional center for renewable energy and energy efficiency based in Cairo. We are a big network, a big community. And one concrete example could be this Decarbo Act, the platform that could be an example for all the other countries. Of course, we are building also on the experience of ADEME, the Bilan Carbon. The Carbon Act the Carbo Act is an example of this. And so our final message is really to continue collaborating together, bringing our fruitful experiences for dissemination and for replicability. Thank you very much. You're welcome. Alors, vraiment pour les panélistes, c'est une question générale par rapport à des projets sur la région. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, peut-être revenir vers vous, Madame Allel. Monsieur Massé, je pense qu'il a fait. Revenir peut-être vers vous, Madame Coupry, aussi sur les PPP, sur s'il y a des success stories de ce genre, même si vous avez déjà abordé la question. Voilà, un petit tour de panel avant de prendre des questions de la salle. Allez-y, Madame Allel. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc l'Organisation méditerranéenne de l'énergie et du climat est un des partenaires à côté des autres organisations, bien qu'on soit assez vieux maintenant, puisque c'est l'organisation la plus âgée qui s'occupe de l'énergie en Méditerranée, qui maintenant intègre aussi que pour travailler sur l'énergie, il faut aussi adresser la question du climat de façon sérieuse. Donc ce n'est pas un C greenwashing, pas du tout. Et donc au niveau des initiatives, ce que nous, on a toujours fait depuis le début, c'est promouvoir la coopération dans le domaine de l'énergie et du climat maintenant entre les pays et les compagnies, mais basée sur des études, des réflexions. Donc on produit les perspectives énergétiques, on fait des études sur différents scénarios. Et donc en ce moment, on est également, comme d'autres, bien sûr, en train de regarder avec une loupe cette histoire d'hydrogène. Donc comment est-ce qu'on peut promouvoir une coopération euro-méditerranéenne pour les énergies renouvelables et l'hydrogène, comment est-ce que ces deux puissent contribuer au développement des pays du Sud, mais également ces ressources exceptionnelles qui existent puissent
aider la région à avoir une décarbonation plus efficace, parce que le problème, comme on a dit, c'est un problème global. Un secteur dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la décarbonation du transport maritime, puisque la Méditerranée est vraiment en souffrance aussi par rapport aux échanges, que ce soit du commerce ou que ce soit du tourisme. Et donc le 8 octobre prochain, on organise une session sur comment décarboner le transport maritime en Méditerranée. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et on travaille aussi sur l'économie circulaire avec l'appui de l'ADEME, parce qu'il y a aussi ce fléau des plastiques qui concerne également la Méditerranée, mais également les entreprises énergétiques. Et donc il y a un partenariat assez formidable qui se crée entre l'Italie et la Tunisie sur la question des plastiques. Mais des initiatives, il y en a plein. Donc on est en train de travailler seul, on est en train de travailler avec tout le monde, tous vers le même chemin, d'aider cette belle Méditerranée à continuer encore et encore et encore et mieux et mieux. Merci. Merci. Puisque vous évoquiez l'ADEME, donc je me tourne vers vous, Monsieur Massé, par rapport à comment vous, aujourd'hui, en tout cas à l'ADEME, vous pouvez soutenir des pays du sud de la Méditerranée, des pays par exemple comme la Tunisie, dans ces politiques, à mettre en œuvre ces politiques de décarbonation, des politiques évidemment efficaces, mais tout en maintenant un équilibre économique. Donc Alors, il faut voir ça sur deux aspects différents. Il y a l'aspect de coopération, ce qui est le cas, par exemple, avec la NME en Tunisie, où nous avons une efficace coopération depuis de nombreuses années. Monsieur Fetianchi peut en témoigner, où on partage effectivement des outils de politique publique que nous mettons en œuvre de part et d'autre et qui permettent de s'enrichir en termes d'expertise dans l'ensemble des entités que nous représentons, et qui permettent ensuite de diffuser ces outils auprès de l'ensemble des acteurs, à la fois tunisiens et bien entendu français. Je pense à un outil, on parlait de la plateforme DecarboAct, on a un outil français qui s'appelle ACT, Assessing Low Carbon Transition, qui est aujourd'hui un outil qui permet aux entreprises d'évaluer leur empreinte carbone par rapport à leur process industriel. Cette méthodologie est aujourd'hui reconnue au niveau européen. On essaye de la faire reconnaître au niveau international et pourra participer justement à cette plateforme DecarboAct pour permettre d'avoir une diffusion beaucoup plus large. Alors, il y a cet aspect de coopération, puis il y a l'aspect de politique publique en termes de coopération, cette fois-ci ministérielle ou intergouvernementale. Il est vrai que nous sommes des agences d'application sur le terrain, donc nous sommes redevables auprès de ministères. Ces ministères, comme ça a été dit en introduction, de cet excellent événement des Carbomèdes, il faut qu'il y ait de la coopération internationale sur une vision commune de politique de décarbonation ou de transition énergétique ou écologique au niveau international pour avoir un juste équilibre entre ce qui a affaire à l'innovation, la mise en œuvre de solutions, la mise en œuvre de projets exemplaires qui permettent d'aller dans la décarbonation, et puis un équilibre économique, de relations économiques entre les pays, à l'intérieur des pays et entre les pays, pour éviter qu'il y ait une sorte de déséquilibre entre certains pays, rive nord, rive sud, entre des stratégies commerciales qui peuvent amener de la difficulté plutôt que de la facilité. Donc je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau opérationnel qui est le niveau des agences que nous représentons, et il y a un niveau d'ordre politique qui m'échappe complètement, mais qui est de l'ordre des ministères, pour pouvoir avoir cette collaboration fine entre les différents territoires. Merci. Alors, si vous permettez, je vais aller prendre quelques questions de la salle. Donc, je ne sais pas si les personnes sont installées. Donc, vous voyez les mains qui se lèvent. Je fais encore exprès. Je ne vois aucun micro aller vers eux. Donc, le temps que ça arrive, j'avais encore une question pour vous, Madame Koupri. Donc, tout à l'heure, par rapport au PPP, justement, s'il y a... Allez-y. Merci. Oui, dans la collaboration avec les PPP, ce qui est essentiel pour que les entreprises privées puissent intervenir, c'est qu'elles aient un cadre réglementaire et juridique clair. Et donc, c'est ça qu'on va aider à développer pour qu'il
les entreprises privées puissent s'épanouir. Donc pour moi, c'est vraiment le cœur du PPP, c'est être sûr qu'on a ce cadre clair. Je l'ai vu dans d'autres régions du monde. À partir du moment où on a un cadre clair, en 2 ans, on peut avoir une multiplication des centrales éoliennes et thermiques et solaires, pardon. Moi, j'ai en tête l'exemple de l'Ouzbékistan. C'était le pays où il y avait le plus d'IPP, Independent Power Producer, qui venaient parce qu'on avait contribué à mettre en place un cadre clair. Et c'est un pays qui est, comme l'Afrique du Nord, était carboné de manière énorme et qui était en train d'atteindre les 30% d'énergie renouvelable en juste 3-4 ans. Voilà, donc on peut le faire. C'est rapide de construire des parcs solaires et éoliens, ça se fait en 18 à 24 mois, mais parfois c'est presque aussi long de négocier le contrat pour les entreprises privées. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir ce cadre réglementaire clair. Merci à vous. Alors, on peut prendre 2-3 questions maximum. Donc, je ne sais pas où il y a les micros. Allez-y, au hasard. Bonjour, donc merci de me donner l'occasion de noter. Il y a 2 aspects qui m'ont interpellé, 2 phrases qui m'ont interpellé plus particulièrement. La première, c'est le monsieur qui représentait le centre régional, qui a parlé de définir des objectifs appropriés pour la Méditerranée par rapport aux objectifs globaux et régionaux qui représentent des engagements des pays dans les conventions environnementales et autres. Et puis, monsieur Philippe Massé de l'ADEME a parlé de la nécessité d'avoir des mécanismes pour diffuser ces leçons apprises, ces réussites, etc. Et je travaille justement en ce moment en tant que consultante sur l'évaluation finale de la stratégie méditerranéenne de développement durable qui, en 2015, a été approuvée, adoptée par tous les pays membres de la Convention de Barcelone, donc tous les pays méditerranéens, qui se retrouvent sur Decarbonate et sur toutes ces initiatives, et qui était censé justement décliner les objectifs de développement durable en cibles spécifiques pour la Méditerranée, sur lesquelles on se retrouvent les 3 régions méditerranéennes, malgré leurs dividendes, etc. Et ça n'a pas marché. Alors je me posais la question qui m'aiderait grandement, dont la réponse m'aiderait grandement dans mon travail actuel, et de savoir, mais qu'est-ce qui a manqué à cette stratégie méditerranéenne qui est dans le cadre d'une convention des Nations Unies, la Convention de Barcelone pour la Méditerranée, pour justement jouer ce rôle, offrir ce cadre de concertation et de cadre d'échange dans lequel on retrouverait tous ces aspects. Je vous remercie. Très bien, d'accord. Alors, on va devoir être beaucoup plus bref que ça. Allez-y, monsieur. Sinon, je vais être obligé de couper et passer. On peut prendre encore une autre question à part celle de monsieur. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je suis Mohamed Salah, directeur exécutif, Chambre nationale des producteurs de ciment, structure de l'UTICA. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à Sir Hamchi, qui était derrière la tenue de cette rencontre qui m'encoule. On a pris beaucoup de retard dans la transition énergétique et écologique, surtout pour la Tunisie. Je vais être bref un peu. Madame Houdet, vous avez dit quelque chose qui, moi, ça m'a attiré ma conscience. C'est que vous avez dit que la rive sud méditerranéenne, elle est à 90% par rapport, disons que si je prends la rive nord, on est à 60% dans le mix énergétique et tout ça. Moi, toujours, je me pose cette question. Pourquoi on a ceci? Ce n'est pas un manque de communication. Ce n'est pas un manque d'engagement. Je descends maintenant d'un cran et je parle de la Tunisie. Quand on se prend vers le secteur privé,
tout le monde, on dit oui, oui, il faut y aller. Je prends les services d'administration un par un, tout le monde dit oui. Collectivement, il n'y a rien qui se concrétise. Est-ce que c'est dû à quoi c'est dû? C'est une mentalité. On a toujours ce temps de latence qui devient trop lent et qui ne se devient pas un latence, mais un temps de recul. Est-ce que c'est un moyen, c'est un financement? La législation est liée, quoi. Certes, il y a un problème de financement, et je profite, peut-être j'avance un peu, si on arrivera à ce que le financement sera remboursé en dinars tunisiens au lieu de monnaie étrangère, parce que ça nous permet vraiment d'y aller trop loin. Madame, d'après votre expérience, que vous étiez les deux casquettes à droite maintenant, le pourquoi de la chose, et qu'est-ce qu'il faut faire vraiment Très bien, réellement le pourquoi pour de la avancer? chose, je pense c'est clair, madame. Alors, dernière Merci. question, il me semble, allez, on a fait ça, on va aller vers monsieur, tiens. Je vais être bref. Ma question porte sur un défi que vous aviez évoqué qui concerne les financements de cette transition énergétique. Il y a une vraie problématique d'inégalité nord-sud par rapport au coût des ressources. En France, on peut parler de PTZ, de prêt à taux zéro, pour financer cette transition. En Tunisie, on a un TMM qui est autour de 8%. Comment peut-on résorber ces inégalités nord-sud, d'autant plus qu'il y a des agences de notation qui mettent des notes de pays qui impactent ce coût des ressources pour la Tunisie. Voilà, est-ce que vous avez des solutions? Parce que ça nous dépasse. Je sais pas, moi je visais ce monsieur, mais je sais pas comment le micro atterrit chez vous. C'est pas grave, moi ça me dérange pas. Andalousie, Habib, je suis un Méditerranéen convaincu. Je suis un Méditerranéen convaincu. Surtout en face de moi, il y a toutes les représentations régionales. Et mes questions, j'ai beaucoup de questions, mais je choisirai une seule, ne vous en faites pas. J'ai beaucoup de questions parce que dans cette session 1... Oui, mais une question, alors c'est laquelle? Oui, c'est les organisations régionales, donc on se concentre. C'est le partage des meilleures pratiques. Il a été cité par l'ADEME, par l'OME, etc. Mais je profite pour dire ce qu'a lancé aujourd'hui M. Hanchi sur Décarbo Act. Est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre pour les organisations régionales pour mettre ces expériences? Parce que positif ou négatif, ces expériences vont aider les régions, les stakeholders, tout le monde. Donc voilà, c'est une de mes questions, mais j'en ai d'autres, mais je ne peux pas... Très bien. Monsieur Hanchi, on va commencer par là. Alors, il est juste là, le micro, le temps qu'on récupère les autres, s'il vous plaît, les autres micros. Allez-y, c'est Hanchi. Pour répondre à la question, c'est Habib, oui, en fait, elle a été créée pour ça, hein, pour avoir une plateforme régionale, en fait. Nous avons commencé par les expériences en Tunisie, les facteurs d'émission tunisiens et, bien sûr, toutes données d'entrée tunisiennes. Ensuite, on va passer on va essayer de généraliser. D'ailleurs, on a commencé déjà les discussions avec nos voisins. On a commencé à opérationnaliser cette plateforme et on va essayer de la promouvoir convenablement. Et bien sûr, les expériences même qui ont connu des échecs ou des points faibles, on peut les mettre ça en relief afin d'informer le consommateur sur les éventuelles barrières qui pourraient entraver la mise en place de cette stratégie. Madame Allal, vous pouvez, ou allez-y, Madame Koupri, de toute façon, il y en avait pour vous. Peut-être, moi j'étais interpellée par les questions sur pourquoi c'est plus difficile ici dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. Alors, dans la salle, il y a énormément d'expertise et vous sauriez répondre beaucoup mieux que moi à cette question. Moi, j'ai pris mes fonctions depuis 1 an et je vois qu'il y a des différences entre les pays. Et je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a le sujet du temps et le sujet du financement. Il y a une des questions qui a été posée sur le financement. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des financements disponibles. Je discutais avec monsieur le directeur de la STEG tout à l'heure qui me disait qu'il y a un programme pour subventionner les panneaux solaires. Donc, il y a des financements. Il y a beaucoup de bailleurs de fonds en Tunisie. Mais ce qui me frappe, c'est la durée d'exécution des dossiers. Donc, il y a eu cette visite pour la première pierre des 2 projets de Sidi Bouzid et Tozeur, mais ça fait des années qu'on est en train de
de négocier ces signatures. Donc voilà, je me permets de mettre un peu les pieds dans le plat. Il y a un vrai sujet de délai d'exécution. En Égypte, ils ne posent pas la première pierre. On a des fermes solaires gigantesques à Benban qui sont prêtes. Alors au Maroc, on les en a une à Ouarzazate qui ne marche pas bien. Donc je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que les financements sont limités, mais il y en a et il faut accélérer. Très bien, alors. Oui, je voulais rebondir sur la question qui a été de dire, mais pourquoi ça ne réussit pas de diffuser Alors, je n'ai pas la réponse. Ayant participé moi-même, notamment à la loi de transition énergétique français au niveau du secrétariat général de cette loi, qui a permis de regrouper l'ensemble des acteurs, aussi bien citoyens, industriels, économistes, associations, etc., pour essayer d'en tirer la quintessence. Derrière, il a été nécessaire de mettre en place une animation, c'est-à-dire une permanence de stimulation des différents acteurs pour qu'on ne perde pas la dynamique. Et je pense que ça, c'est important. Donc, nous, au niveau opérationnel, je pense que Roberta sera d'accord avec moi sur le principe de dire, et même Ouda sera également d'accord avec moi sur le principe de dire que les réseaux régionaux qui sont mis en place entre le rive nord et rive sud sont ces lieux de stimuli continus sur des partages d'expériences, des partages de bonnes pratiques, des opérations ponctuelles mais qui peuvent devenir des opérations diffusables à plus large échelle. Et en plus, on peut présenter ça à des bailleurs de fonds, notamment la Commission européenne, qui vient financer ça pour aider justement les différents gouvernements à mettre en place leur politique publique. Donc je pense qu'il y a des moyens comme ça qui permettent de diffuser, de généraliser des solutions. Il faut continuer l'effort. C'est ce que l'on fait au niveau de l'ensemble des réseaux, le RECRE, MEDENER, l'OMEC, etc. Et puis alors, je rebondis sur ce que vous avez dit, Madame la directrice de l'AED. Les schémas décisionnels des États sont largement différents d'un État à l'autre. Je peux en parler de vive voix au niveau français. Quand vous voyez que pour avoir une éolienne, il faut 10 à 12 ans de procédures administratives pour en arriver au permis de construire, vous voyez que c'est pas en 3-4 ans qu'on va faire la transition, on continue comme ça. Donc il y a nécessairement besoin de schémas décisionnels administratifs, gouvernementaux, ministériels qui soient beaucoup plus réactifs par rapport à l'urgence de la situation. Mais ça, c'est des choses qui doivent se situer au niveau des ministères. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur deux dimensions, la dimension opérationnelle des agences et la dimension politique des ministères. Très bien, alors il y avait, je pense, Madame Allen, Monsieur Khalaz également, si vous êtes encore là, vous avez la possibilité aussi d'interagir. Il y avait une question. Oui, alors j'ai été interpellée sur pourquoi on en est là, au niveau de la différence entre le nord et le sud. Vous m'entendez? Oui. En fait, donc, la réponse est liée à l'histoire de comment se sont développés ces pays et le mix énergétique. Et je dirais, malgré nos 90% de mix énergétique basé sur les hydrocarbures au sud de Méditerranée, il n'y a pas de quoi rougir. Au contraire, ça s'est fait parce que les pays du nord de la Méditerranée étaient des économies plus développées, plus matures, qui étaient importatrices d'hydrocarbures. Et donc, quand il y a eu les chocs pétroliers, ils avaient les moyens de changer de stratégie, de promouvoir l'efficacité énergétique et ensuite de subventionner les énergies renouvelables, ce qui a permis d'avoir un pas plus accéléré vers le mix plus diversifié, plus efficace et plus énergie renouvelable. Quand on regarde du côté des pays du sud de la Méditerranée, on est doté de ressources énergétiques. Il y a eu le gaz naturel qui a fait une
intégration assez importante grâce au développement technologique par le biais des cycles combinés, etc., ce qui a permis à nourrir ces économies. Donc il fallait développer, il fallait apporter de l'énergie à ces économies et à des coûts raisonnables. Donc ce qui explique pourquoi on en est là. Les ressources étaient là, les technologies les permettaient, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, les énergies renouvelables étaient quand même plus chères et donc il fallait les subventionner. Après, on a, je pense, raté un peu le coche. On était beaucoup plus en retard sur la question de l'efficacité énergétique. La Tunisie a été parmi les pays pionniers des années 85, je pense, la mise en place de l'ANME. Mais ça, c'est vrai que ce n'était pas très à la hauteur parce qu'il y avait des subventions pour plusieurs raisons. Donc, pour moi, il n'y a pas à rougir. Si on en est là, c'est parce que c'est pour des questions claires et logiques. Mais la question, c'est comment on fait. Et comment on fait? Ça a été dit, le temps est notre ennemi. Parce que là, il faut vraiment accélérer les décisions qu'on prend. Le logement qu'on construit aujourd'hui, il est là pour plusieurs années. S'il n'est pas efficace, après, pour le rendre efficace, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, se doter des moyens pour faire en sorte d'être plus efficace, d'exploiter les énergies renouvelables qui sont moins chères et aussi d'investir dans l'avenir en travaillant tous ensemble sur une transition énergétique juste et inclusive en Méditerranée et ne pas laisser de côté des technologies ou des solutions qui sont peut-être plus adaptées au sud qu'au nord, mais qui pourraient aider. Le CCS a un rôle, même si ce n'est pas extraordinaire, il a un rôle. D'autres technologies ont un rôle, donc il ne faut pas juste se lancer la tête en bas en disant la révolution c'est d'avoir des énergies renouvelables, d'électrifier tout, on va sauver le monde. Non, il faut apprendre oui, bien sûr, c'est très important. Je ne dis pas non parce qu'on va croire que j'ai dit non. Non, ce n'est pas vrai. C'est très important, mais il faut avoir l'œil ouvert, il faut diversifier, il faut être plus équilibré. Et voilà, donc c'est un peu la réponse que je vous donne, mais c'est un sujet très long, donc on pourra en parler plus en profondeur si vous souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Kharaz, si vous m'entendez, si vous avez une remarque, sinon je donne la parole à Monsieur Youssef Zidi qui va clôturer le panel. Monsieur Kharaz, vous m'entendez? Vous avez un commentaire? Non. Alors, Monsieur Hanchi, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Monsieur Zidi, pour clôturer ce panel, merci. Je rappelle que vous en êtes le président et que vous êtes le directeur de l'environnement industriel au ministère de l'Environnement et vous représentez officiellement dans ce panel Monsieur le ministre de l'Environnement. Je voudrais tout d'abord remercier les panélistes pour les idées qu'ils ont évoquées et pour leur qualité d'intervention. Je crois que nous sommes tous d'accord que nous sommes dans le bon chemin, surtout avec la présence d'un ensemble de stratégies qui se convergent vers des solutions afin de décarboniser notre système. Le grand défi, c'est que comment on peut peut-être appliquer ou faire intervenir les différents secteurs afin d'adopter les recommandations de différentes stratégies. Et surtout, comment on peut développer et exploiter les potentiels de sources des énergies renouvelables dans notre région. Aussi, comment on peut peut-être répondre à la question comment, comme l'a dit la dame, comment, c'est-à-dire comment mettre en œuvre les différentes orientations, les différentes stratégies et aussi comment trouver de nouvelles sources de financement parce que le coût d'exploitation ou le coût de développement des énergies renouvelables reste toujours un peu peut-être difficile, mais comment on peut trouver de nouvelles sources et de nouveaux financements afin d'avancer le maximum possible pour développer et produire le maximum des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à... Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Merci, Monsieur Youssef Zidi. Merci à tous nos panélistes. On peut les applaudir. Alors, vous allez recevoir un petit souvenir de la part des organisateurs. Donc, ça arrive sur scène. Et pour cela, une photo de groupe. Donc, il me semble qu'il y a le photographe officiel. Donc, si vous pouvez vous lever pour une photo de groupe. Et je vais profiter pour annoncer que le panel suivant démarre juste après une courte pause café. On me confirme. Même si je sais qu'on est un petit peu en retard, mais n'est-ce pas, Anis?
Donc Anis Molleh sera à l'œuvre dans quelques instants, ça sera certainement brillamment modéré et c'est juste après une vraiment courte pause café si vous le permettez. Donc Anis Molleh sera avec vous, avec monsieur Samir Abdelhafid, ministre de l'économie et de la planification pour le panel autour du cadre international de la décarbonation.